Brice Van de Waal, bonjour. Bonjour Quentin. Alors dites-moi, racontez-moi, décrivez-moi plutôt votre première carte bancaire, quand vous aviez 17, 18 ans, peut-être avant, je ne sais pas, une couleur, une forme, une banque peut-être aussi, racontez-moi ça. Alors très clairement c'était une banque belge. Comme vous le savez, je suis originaire de Bruxelles. Banque qui s'appelait à l'époque Dexia mais qui est devenue la Belfius. C'était une carte de débit Maestro. Donc quelque part j'étais déjà destiné à peut-être rejoindre Mastercard un jour. À diriger le maestro de Mastercard. Voilà, Mastercard France. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui en face de moi Brice Van der Waal, maestro de Mastercard France, PDG de Mastercard France, qui est une société dans laquelle vous travaillez depuis 17 ans, après un séjour de 4 années quand même chez Accenture. Votre premier job quand vous avez rejoint Mastercard, c'était quoi? Est-ce que vous vous en souvenez précisément? Je suis désolé, votre première carte bancaire, votre premier job, là je fais dans le passé, mais ensuite on va parler de l'actualité. Alors, je m'en souviens très bien. Il s'agissait de ce qu'on appelait à l'époque Interchange Manager. Donc, j'étais en charge de la définition des commissions interbancaires qui sont payées entre les banques, des commerçants et des émetteurs de cartes. Donc, un métier bien spécifique, mais clé à la réussite des paiements par carte. Un métier bien spécifique que vous avez rejoint par choix, par hasard, par... Alors, c'était un hasard au départ. Accenture, Mastercard. Bon. Voilà, j'ai été appelé par un cabinet de chasse et qui m'a présenté Mastercard et ça m'a tout de suite plu. Et voilà, 17 ans plus tard, je suis toujours là. Un vrai hasard. Et c'est donc ce premier job, donc c'était il y a 17 ans, aujourd'hui vous êtes PDG. Est-ce que vous vous êtes dit, peut-être un peu trivial comme question, vous vous êtes dit un jour, tiens, dans 15, 16 ans, je serai PDG de Mastercard. Est-ce que c'était votre ambition ou alors, de fil en aiguille, voilà, année après année, on vous propose, on vous challenge et puis... Alors c'est vrai qu'on a toujours l'impression que les gens qui ont ce type de rôle dans une entreprise ont tout planifié. Alors dans mon cas, je vais être très honnête, ce n'était pas planifié au départ, c'était une aspiration que j'avais, mais c'est plutôt une succession de rôles et d'opportunités qui ont fait que voilà, aujourd'hui je suis là où je suis et très heureux d'y être. De rôles et de rencontres, j'imagine, le management aussi, qui est quelque chose que chez Mastercard... tout va bien, si vous y êtes encore et que tout va bien, c'est que c'est une culture d'entreprise qui vous convient, j'imagine. Alors, j'aime bien expliquer que Mastercard est évidemment un réseau de paiement, mais c'est aussi un réseau de personnes. Aujourd'hui, on est 29 000 employés dans le monde, donc ce n'est pas tellement que ça. Et finalement, c'est comme une grande famille où il y a énormément de personnes qui y sont depuis de nombreuses années. Et donc, le réseau fait qu'en effet, ça vous permet d'avoir des opportunités au sein de l'entreprise. Votre cas n'est pas isolé, c'est-à-dire chez Mastercard, on reste longtemps. C'est pas une boîte qu'on quitte facilement, quoi. C'est assez rare. Les gens s'y plaisent et aiment avoir des carrières variées et relativement longues. Même les jeunes, les talents, comme on dit, que vous recrutez. Oui, en général, on a pas mal d'opportunités, aussi bien au niveau du marché français qu'à l'étranger. Donc, on facilite quand même beaucoup les échanges entre les différentes fonctions. Et puis aussi, au niveau régional, on permet aux gens de se déplacer assez facilement. Entre les différents pays, il y a de l'échange. Par exemple, au siège de Mastercard à Paris, au Trocadéro, vous avez combien de nationalités différentes? C'est une bonne question. On en a pas mal, on a beaucoup de diversité. Alors, combien de nationalités, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais on en a... Mais c'est une volonté de ne pas savoir, justement. Voilà, et puis c'est un des enjeux pour nous, la diversité, aussi bien à la fois en termes d'origine, mais aussi de genre. C'est ce qui fait la richesse de l'entreprise et ce qui fait que finalement, on est là où on est aujourd'hui. Alors, Mastercard, il y a 17 ans versus Mastercard aujourd'hui. L'entreprise a bien changé pour plein de raisons. Est-ce que vous avez comme ça, navré, je parle encore du passé, mais les enjeux de Mastercard il y a 17 ans, c'était quoi les grands enjeux à l'époque? À l'époque, bon, c'était pas non plus les années-lumière, mais sur l'échelle du digital, etc., c'est quand même il y a longtemps. Alors, on était déjà en phase d'innovation. Il y a 17 ans, en fait, on allait rentrer en bourse. Donc, à l'époque, on était ce qu'on appelait une association. Et donc, on n'était pas coté. Aujourd'hui, depuis 2006, on est coté sur le marché de New York. Et donc, ça a évidemment changé beaucoup de choses, aussi bien dans la dynamique, la manière dont on s'adresse au marché, à nos clients, mais aussi la manière dont on fonctionne.
Et voilà, l'innovation, vous le mentionnez, c'est vraiment un des sujets sur lesquels on s'est démarqué tout au fil du temps. Et l'innovation, c'est l'argument numéro 1. Vous parlez de vos clients. Vos clients, en gros, c'est quoi? C'est toutes les banques? Alors, on est ce qu'on appelle une compagnie B2B2C. Donc, nous travaillons directement avec les banques, mais aussi avec des grands commerçants, des grands retailers, des compagnies aériennes, des chaînes hôtelières. Mais le cœur de notre métier, c'est vraiment les banques où nous travaillons avec elles, mais aussi en ayant d'autres acteurs comme les fintech, qui étaient vraiment les nouveaux acteurs, et puis tout ce qui tourne autour de la crypto. Maintenant, il y a beaucoup d'acteurs dans ce domaine-là qui arrivent. Donc voilà, nous, en fait, on est au cœur de l'écosystème et on travaille avec tout le monde. Voilà, et la crypto, par exemple, parce que là, on vous parlait des banques, vous parlez de la crypto, c'est deux mondes absolument différents. Vous parlez aux deux, vous. Donc, tout à fait. Le teneur d'une conversation avec des potentiels clients de la crypto, j'imagine, pour vous, c'est totalement expérimental. Ça n'a rien à voir avec les schémas classiques. Alors ça change évidemment la teneur des conversations, mais on a toujours un enjeu qui est le même, c'est de faire en sorte que la marque Mastercard génère toujours un sentiment de confiance. Et ça, c'est ce qu'on a construit au fil des 50 dernières années, puisqu'à la fois vous avez des commerçants et des porteurs qui reconnaissent le logo Mastercard et qui savent que lorsqu'ils utilisent une carte Mastercard, ils peuvent avoir confiance, soit dans le porteur qui les paye, soit dans le commerçant chez qui ils font leurs achats. Et aujourd'hui, quand on parle à d'autres acteurs qui sont plus récents sur le marché, comme les acteurs de la crypto, on doit s'assurer que cette confiance reste. C'est pour ça que nous appliquons des principes très clairs lorsqu'on va travailler avec un nouvel acteur dans le monde de la crypto ou de la blockchain. On vérifie qu'on est en phase avec les réglementations, le consommateur est toujours protégé et qu'on n'introduit pas un risque dans l'écosystème qui fonctionne très bien comme il est aujourd'hui. Donc adosser la marque Mastercard à de la crypto, c'est OK. Alors de nouveau, en respectant ces critères, où on protège le consommateur, on respecte les réglementations et on n'introduit pas un risque dans l'écosystème financier qui fonctionne. Mais on travaille et il faut aussi peut-être faire la distinction entre les différents types d'acteurs. Vous avez la crypto, vous avez les stablecoins, vous avez les banques centrales qui font aussi beaucoup de travail à ce niveau-là et on les accompagne quand elles le souhaitent pour les aider justement à comprendre comment mettre ça sur pied. Et c'est là, il y a différents acteurs et nous, on travaille avec tout le monde et on applique ces principes. Et est-ce que vous faites, parce que vous travaillez, vous parlez avec tout le monde, est-ce que vous faites figure d'entremetteur parfois, c'est-à-dire une banque à la papa, si je puis dire, et un acteur de la crypto se parlent pas et vous voilà. On est au cœur de l'écosystème. Donc c'est ce qui fait en fait que notre métier est passionnant. C'est qu'à la fin, nous devons nous insérer et toujours être là au milieu de toutes ces discussions pour faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble. Vous diriez que vous êtes un médiateur Oui, tout à fait. C'est un bon mot. On est intermédiaire, on est médiateur, on est le réseau. Donc on connecte tout le monde. On fait en sorte qu'il y ait des règles qui permettent de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. On crée des écosystèmes. Et les dangers, les écueils de votre métier, du coup, c'est quoi? Parce que parler avec tout le monde et avoir cette liberté, ce pouvoir, tout en garantissant la confiance et ne pas entacher le nom de votre marque. Alors, disons que, évidemment, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis plus de 50 ans, donc on est quand même assez confortable avec ça. Mais l'enjeu, c'est de garantir justement que cette confiance et cette sécurité, cette simplicité autour des paiements restent toujours présentes. Comment on fait? On s'assure, on investit énormément, par exemple, en termes de cybersécurité. On a investi plus d'1 milliard sur les 3 dernières années. 1 milliard 1 milliard. Donc ça nous a permis d'économiser 30 milliards, ou de faire économiser à nos clients 30 milliards simplement en évitant la fraude ou en luttant contre la fraude. 30 milliards potentiels. Potentiels, on ne les a pas, qui n'ont pas été perdus à cause de la fraude. Donc ça, c'est par exemple un des enjeux qui est majeur pour nous, parce que forcément, la marque et évidemment l'écosystème seraient endommagés si on n'était pas en mesure de le sécuriser de cette manière-là. Tout en sachant que, je crois, il n'y a pas de fiabilité à 100% en matière de cybersécurité. On a beau se défendre et se préparer autant qu'on peut, on ne peut pas garantir à 100% que rien ne se passera, quoi. Non, et c'est pour ça qu'il faut continuer à investir. Et alors, on investit aussi énormément avec tout ce qui sont les petites et moyennes entreprises, parce qu'on sait évidemment les dommages que la cybersécurité ou une attaque cyber peut faire sur une grosse entreprise, mais les plus petites et moyennes entreprises ne sont pas forcément toujours au fait de ces risques ou ne font simplement pas attention. Donc là, on les accompagne. De la même manière, du côté des consommateurs, il y a beaucoup de fraude qui aujourd'hui survient pour ce qu'on appelle le phishing. Vous allez fournir à votre insu ou même de plein gré les credentials, vos mots de passe ou vos coordonnées qui vont permettre à des fraudeurs de vous
comment dire, de frauder, Pirater, voilà, de vous pirater. Donc là, on communique beaucoup là-dessus aussi pour s'assurer que finalement tout le monde soit au courant de ces risques-là. Vous parlez donc des grandes, donc parmi vos clients, vous avez des grandes entreprises, des moyennes entreprises, des petites structures, etc. Tout le monde subit des cyberattaques, j'imagine, ou est sujet à ce que vous venez de décrire. Mais les plus fragiles, à ce que j'ai compris, c'est les plus petites boîtes qui ont moins de moyens pour Voilà. Et c'est là où nous, on accompagne, on fait des partenariats, on communique beaucoup, on propose des solutions même au travers d'organismes publics qui viennent aider les TPE, les PME à analyser quels sont les risques qu'elles pourraient éventuellement avoir vis-à-vis de leurs fournisseurs, vis-à-vis de leur système interne. Voilà, donc on accompagne comme ça l'économie pour essayer de protéger au mieux ces entreprises qui, en plus, dans le contexte actuel, ont bien d'autres choses à faire que de se soucier de problèmes de cybersécurité. Et j'imagine que le contexte actuel, comme vous dites, évidemment, encourage les pratiques malveillantes. C'est pas parce qu'il y a une situation économique tendue, c'est pas parce qu'il y a la guerre, c'est pas parce qu'il y a tout ça que les cyberattaques vont baisser. Ah non, enfin, de toute façon, elles ont toujours été là. C'est quelque chose avec lequel on a toujours dû gérer. Et c'est assez opaque, hein, finalement, les cyberattaques. On ne sait jamais, pour des raisons évidentes, que telle boîte a été, parfois ça fuite, mais que telle boîte a été hackée, que l'autre a été menacée, etc. C'est des données qui ne sont pas publiques, on parle un peu de secret professionnel, quelque part. Après, ça regarde, je dirais, chacune des entreprises dans leur politique. Mais voilà, mais c'est un des deux dangers, je pense, sur lesquels nous, on essaie d'accompagner au maximum les entreprises, puisque voilà, il y a ce risque réputationnel. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui détiennent les données de nombreux consommateurs. Et voilà, tout ce qu'on peut faire pour les aider à se protéger, on est là pour les accompagner. Quand vous recrutez, vous, Brice Van de Waal, vous aimez bien quel soft skills, quel type de personnalité? J'aime bien les personnes qui sont versatiles, qui ont plusieurs cordes à leurs arcs, qui sont enthousiastes, qui ont envie de faire partie du monde, parce que finalement, c'est ça qui, moi, me plaît le plus dans l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est ce sentiment de faire partie d'un écosystème global. Et donc, Mastercard offre vraiment cette possibilité-là. Et quand je retrouve cet appétit chez les jeunes ou les moins jeunes qui nous rejoignent, ça me donne envie de travailler avec eux. Curiosité, enthousiasme, versatilité. Merci infiniment, Brice Van de Waal, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, Quentin.